Bonjour à toutes et à tous, je reviens dans un nouvel audio concernant l'épisode 16 de la saison 3 de la série Karma pour vous faire part de mes impressions, de mon analyse. Dans un premier temps, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien en cette fin d'année et j'espère passer un bon moment en votre compagnie. Donc tout d'abord, on voit dans cet épisode que ce qui devait arriver, arriva. Ndaïmari passe d'un conte de fées apparent à un cauchemar bien réel. Ce qui est intéressant, c'est que cet épisode nous plonge dans la genèse de l'histoire de Ndaïmari et Boris, puisqu'on nous montre la demande en mariage de Boris à Ndaïmari le jour où elle a réussi l'examen du barreau du Sénégal, on suppose, et le jour où elle devient officiellement avocate. On voit que cette demande de mariage a été faite en grande pompe devant leurs deux familles. Néanmoins, on voit une Ndaïmari sans surprise qui est blasée, qui est prise au dépourvu, qui ne respire pas du tout le bonheur. Elle dit oui, puis pique une crise lorsqu'ils s'isolent tous les deux dans une chambre. Et dans cette chambre, elle fait comprendre à Boris qu'elle se sent contrainte de le faire pour l'honneur de ses parents, sachant qu'elle a déjà eu des déboires amoureux qui auraient éclaboussé quelque peu la réputation de ses parents. Et on voit un clivage notoire au niveau des émotions des deux protagonistes. Derrière Ndaïmari, on voit un mur blanc, vide, avec deux petits tableaux que l'on perçoit à peine. Comme si... Moi, ça me fait penser au syndrome de la page blanche d'un écrivain qui serait en panne d'inspiration ou qui serait tellement angoissé à l'idée de mal rédiger, de mal écrire, qu'il se trouve paralysé face à sa création. Et ça me fait penser à Ndaïmari parce qu'on voit clairement qu'elle ne sait pas exactement ce qu'elle veut, ni par où commencer pour écrire sa propre histoire de manière authentique et sincère. À contrario, on voit un Boris qui est plutôt sûr de lui, qui est heureux, épanoui, et derrière lui, il y a un tableau aux couleurs chaudes, chaleureuses, qui représente une prairie avec des maisons, qui respire la paix, c'est un tableau apaisant lorsque je le regarde, et ça me fait même penser à la petite maison dans la prairie, pleine de bonheur, et ça nous montre qu'il avait une optique de base de fonder une famille, un foyer paisible avec un projet, puisque la maison symbolise la famille, le projet. Et on constate que quand Ndaïmari s'assoit et que Boris est face à elle, là, au niveau de Boris, on perçoit un tableau au-dessus de sa tête sur lequel il y a un perroquet solitaire. Et ce perroquet, moi, sur ce tableau, il me fait penser au perroquet qui s'appelle le gris du Gabon. C'est un perroquet qui est intelligent. C'est le meilleur parleur des perroquets. Il est sensible, calme, affectueux. Il a tendance à s'attacher à un membre de la famille en particulier. Et on dit également de ce perroquet qu'il est élégant, agréable. C'est un compagnon de vie idéal. Et je trouve que ça colle totalement au caractère de Boris que l'on a vu initialement. J'ai une deuxième interprétation concernant ce perroquet que l'on voit au niveau au-dessus de la tête de Boris. Il me fait penser à Ndaïmari qui, comme un perroquet, produit et reproduit sans prendre de recul les attentes et les projets que les autres ont pour elle, sans s'interroger et oser creuser ses véritables aspirations à elle. C'est comme si elle reproduisait la vie des gens, les modèles, sans se questionner sincèrement au plus profond d'elle-même. On voit dans cette scène également le marron de Boris, un marron, une couleur marron qui fait référence à la tradition, à la douceur, à la protection. C'est aussi une couleur neutre, une couleur passe-partout, et ce côté passe-partout me fait penser au fait qu'il laisse indifférente Ndaïmari, sentimentalement parlant. Le noir de Ndaïmari, donc en robe d'avocat, laisse présager peut-être un divorce, et puis cette couleur noire
fait référence à sa solitude, à l'obscurité qu'elle ressent en elle, puisqu'on voit que tout au long de l'épisode, on va la voir entourée, mais si seule à la fois. Elle ne sait pas trouver... Elle ne s'est pas trouvée en fait, hein. Elle vit au travers du regard des autres, elle est incomprise des autres, mais surtout elle est d'abord incomprise par elle-même, parce qu'elle ne se connaît pas. Et du coup, elle émet une image instable d'elle, et ce qui fait qu'elle est ballottée ça et là par les attentes des autres, qu'elle endosse sans connaître et prendre en considération ses propres attentes, hein. Et elle se sent forcée, alors qu'en réalité, elle n'est obligée de rien, et ne sait tout simplement pas se dire oui à elle d'abord, avant de dire oui aux autres à son détriment. Et elle dit oui encore, hein, pour le regard des gens. Elle dit oui à Boris par rapport à sa proposition de mariage. Mais Boris a aussi sa part de responsabilité, hein, dans cette scène, car au vu du désarroi et de l'inquiétude que lui a exprimé Ndeye-Marie et qui recouvre l'entièreté de son corps, de son être, de son visage, il aurait dû annuler ou mettre en stand-by ce projet pour qu'elle y réfléchisse à tête reposée et que lui également y réfléchisse et prenne du recul, car une réaction d'une femme qui souhaite se marier avec un homme est tout autre. Donc il aurait dû être honnête là aussi pour ce coup. Il a fait preuve quand même quelque part d'égoïsme selon moi. Et on voit alors dans cette scène que Ndeye-Marie a comme une épée de Damoclès sur sa tête. C'est comme ça que moi je l'interprète, par la barre verticale du lit, hein, qui est derrière elle. Et cette épée de Damoclès, je l'avais évoquée dans l'épisode où elle discutait avec son père, et ça fait référence au fait que ça ne laisse rien présager de bon, hein, et d'autant plus qu'on voit que Boris tient de son côté aussi cette barre du lit, comme s'il allait lui asséner le dernier coup, hein, avec cette épée, métaphoriquement parlant, et cela s'avère réel, véridique par la suite, puisqu'il la met dehors. Tout est allé très très vite. Elle est passée d'une surprise romantique à une nuit catastrophique lorsqu'on revient dans le présent. On voit qu'elle avoue tout à Boris, hein, concernant Aziz. Il lui propose de ne pas se hâter à divorcer et de faire une pause. Il propose même à Ndeye-Marie de retourner chez sa mère momentanément pour réfléchir et voir chacun de leur côté s'ils soldent la relation par un divorce ou s'il y aurait encore quelque chose à sauver. C'est une décision assez sage, hein, que je trouvais, hein, concernant Boris, une décision mûre. Elle n'a pas parlé du baiser entre elle et Ziggy malheureusement, bien que Boris ait insisté en lui demandant de tout lui avouer une bonne fois pour tout mettre carte sur table et repartir d'un bon pied. Et comme dit lors de la vidéo précédente concernant le fait que Boris risquait d'apprendre les choses par une tierce personne, là, la venue de Ziggy a tout accéléré. Le père de Boris, furieux contre Ziggy, et furieux par rapport au fait qu'il fréquente sa fille, a tout déballé. Boris, qui a entendu tout ceci, furieux, a mis Ndeye-Marie à la porte. Donc on voit une colère latente qui était annoncée depuis plusieurs épisodes et qui avait été évoquée dans plusieurs de mes analyses précédentes, hein, qui est enfin révélée. On voit la personnalité, le côté plutôt colérique de Boris, mais là pour le coup, hein, sa colère est justifiée, on peut la comprendre. C'était le double éclairage qu'on voyait par rapport à son visage. Il y avait un éclairage clivant, hein, sur son visage depuis plusieurs épisodes. Il avait le côté gauche, donc le côté du cœur qui était éclairé, donc qui montre qu'il est bien amoureux de Ndeye-Marie. Il est au point par rapport à ses sentiments, mais son côté droit était plutôt sombre, plutôt dans la pénombre à chaque fois, comme si ça nous laissait présager que sa raison allait prendre le dessus sur ses sentiments et qu'il n'allait pas tout accepter par amour. C'est ce qui s'est passé puisque Ndeye-Marie se retrouve dehors. Ndeye-Marie appelle Maï, que j'ai trouvé assez désinvolte, hein, et peu perspicace dans cet épisode, puisqu'on entend clairement que Ndeye-Marie a une voix larmoyante en pleine soirée. Elle évoque une insomnie, elle dit que ce n'est rien, mais on voit que Maï n'insiste pas et Maï raccroche.
Mai n'a pas insisté, sachant que Ndeye-Marie, je suppose, n'a pas l'habitude de l'appeler ainsi. Donc ça nous montre déjà d'une part que parfois, voilà, hein, nos proches peuvent se montrer peu perspicaces par rapport à ce qu'on ressent et qu'il faut parfois parler clairement et pas à demi-mot parce qu'ils ne sont pas voyants et tout le monde n'est pas empathique, hypersensible pour ressentir ces choses-là. Et d'autre part, ça nous montre que lorsqu'on devient adulte, on fait face à des réalités qui ne nous permettent pas d'incriminer nos amis, en fait, lorsqu'ils ne sont pas à 100%. Là, pour nous, ce n'est pas possible, ce n'est plus possible lorsqu'on est adulte. Là, on ne peut pas totalement incriminer Mai, puisqu'elle a ses propres soucis. Et puis, elle était dans un état d'esprit plutôt positif, en train de passer un moment de complicité avec son mari, et sa sensation de bien-être, de bonheur a totalement occulté l'appel à l'aide chuchotée par Ndeye-Marie. Donc elle n'a pas su lire entre les lignes, ce qui peut arriver dans la vie de tous les jours, et ça nous montre l'importance de savoir être seule, qui est le gros problème de Ndeye-Marie. Elle ne sait pas rester seule. Il est important de savoir se recentrer sur soi, savoir ne pas prendre de décisions à la hâte et juste prendre du temps pour se reposer et devenir autonome émotionnellement. Parce que les autres aussi ont leur vie et qu'ils ne seront pas toujours là pour être nos anges gardiens, bien malheureusement ou bien heureusement pour nous, ça nous permet de nous prendre en maturité et en autonomie. On voit également que les petits frères de Ndeye-Marie, du moins de Boris dans cette scène, assistent à tout. C'était une petite parenthèse que je souhaitais faire. Je trouve que ce sont des enfants qui assistent à bien trop de drames, bien trop de cris, et qu'il faudrait peut-être un petit peu les protéger, sachant qu'ils ont perdu il n'y a pas très longtemps leur maman. Mais en même temps, on va dire que ça les fait grandir, ça leur montre que la vie n'est pas linéaire, toute rose, effectivement. Donc il y a deux lectures qui sont possibles. On voit que donc Ndeye-Marie, elle retourne chez Aziz malheureusement, et par manque de confiance en ses décisions et en elle-même, elle retourne chez la personne dont elle s'était éloignée et par rapport à laquelle elle avait pris une ferme décision qui était juste et bonne. Malheureusement, elle n'a pas écouté son intuition qui lui a envoyé des signaux via ses cauchemars, les cauchemars qu'elle faisait par rapport à Aziz, les doutes qui germaient en elle, mais elle ne s'est pas écoutée encore une fois. Et ça nous montre encore une fois l'importance d'écouter notre intuition. Elle est souvent notre plus grande protection. Elle aurait pu aller à l'hôtel pour une nuit toute seule et se reposer, réfléchir, si elle ne voulait pas aller chez ses parents ou sa grande sœur par exemple. Et là, on voit qu'elle entre chez Aziz pour son anniversaire, une grosse erreur, elle n'aurait pas dû. Et au réveil, malheureusement, il semblerait qu'il y ait eu un rapport. Mais on le voit déjà par rapport à la couverture rouge, qui est synonyme de danger, de violence, qui fait référence à la sexualité également, cette couleur. Et donc, on constate que il y a deux hypothèses. Donc, soit elle a été droguée puis abusée, ce qui explique sa perte de mémoire due à une substance qu'elle aurait ingérée, ou alors ce serait une amnésie dissociative. En fait, c'est une perte de mémoire qui est provoquée par un traumatisme ou un stress si intense que le cerveau l'occulte totalement. Mais ma théorie serait plutôt qu'elle a bien ingéré, qu'on lui a bien fait ingérer une substance. Car lorsqu'on voit le regard suspect et malveillant de l'ami d'Aziz à l'arrivée de Ndeye-Marie, on constate on peut ressentir ce danger venant de lui. On voit également qu'il boit un verre en l'observant comme si elle était un consommable, comme si elle était un mets ou un objet. On voit également que ce verre peut nous ramener en fait au fait, peut nous laisser présupposer qu'on a ingéré effectivement une substance dans une des boissons de Ndeye-Marie, et sa manière de la regarder de manière malveillante et insistante tout en consommant cette boisson, moi me fait penser à la question du consentement, le consentement sexuel. On voit également un coussin rouge à peine perceptible derrière lui qui dénote du danger qu'il pourrait représenter et de ses intentions malsaines.
On voit le ver revient souvent hein, par rapport aux scènes où il y a Ndeye-Marie, Boris. On se souvient de l'épisode dans lequel Boris était dans tous ses états parce qu'il ne retrouvait pas des papiers concernant son emploi, mais on sait très bien qu'il était stressé par rapport à Majib et par rapport à la situation avec sa femme. Et là, son père essayait de le calmer et lui avait servi un verre qui était à moitié plein ou à moitié vide, selon notre vision des choses. Et ce verre, il l'avait bu d'un trait. Est-ce que ça nous laissait présager qu'une catastrophe allait arriver, comme symbole d'une pilule qui aurait été dure à avaler? Pour le coup, oui, la pilule en fait est vraiment dure à avaler pour Ndeye-Marie, qui a été et qui est en danger d'un point de vue physique, sanitaire, psychologique. J'espère qu'elle a été à la police, comme Jazz l'a suggéré hein, lorsqu'il est venu avec Ami. J'espère qu'elle ne s'est pas lavée, qu'elle a pu recevoir tous les soins et les examens nécessaires lui permettant de recueillir l'ADN de son agresseur ou de ses agresseurs. Et par rapport à cela, j'ai deux hypothèses. D'une part, ce serait que Aziz est innocent. On peut l'interpréter par le port d'une chemise blanche hein, dans cet épisode. Et que c'est uniquement son ami qui a tout manigancé, qui a drogué Ndeye-Marie et Aziz. Et ensuite, qui a lui seul abusé de Ndeye-Marie. Et a ensuite placer Aziz près d'elle pour brouiller les pistes et leur faire croire à tous les deux qu'ils ont eu un rapport. Ou alors, tous les deux sont complices, mais j'ai un gros doute et je sens Aziz plutôt sincère dans cet épisode et je pense que c'est uniquement son ami qui est l'unique responsable et instigateur de ce méfait. C'est un épisode qui est assez dur, c'est un sujet plutôt sensible hein, qui a été abordé, mais c'est important de le traiter. Voilà, il ne faut pas que ça soit tabou. Et la suite va être très dure pour Ndeye-Marie, notamment quand on voit le regard que lui lance sa mère à sa position. Hein, lorsqu'on voit le regard que lui lance sa mère et aussi par rapport à la position qu'elle a lorsqu'elle rentre dans la pièce, lorsqu'elle rentre chez elle, on voit que tous les regards sont rivés sur elle. Elle est au centre de l'attention comme si elle entrait dans une arène. Et un point aussi intéressant à soulever, c'est qu'on voit que Ndeye-Marie est prise de nausées, elle a des hauts le cœur qui se soldent par des vomissements. Donc est-ce qu'elle est enceinte? Ce qui compliquerait bien sûr la possibilité de divorcer entre Boris et elle si finalement ils en venaient à cette conclusion. Donc à voir. Mais son histoire va être très dure, très compliquée je pense. Et une parenthèse un peu plus légère, hein. C'est le manque de professionnalisme de Libas et Selbé qui écoutent aux portes sans cesse. On voit que Selbé se permet même de toucher Khadija alors qu'elle la voit pour la première fois. Elle se mêle des conversations. Non, là stop, faut mettre un gros stop. C'est amusant mais c'est également agaçant à la fois. Et l'état de Malika se dégrade, on voit que ses amis en parlent aussi, mais personne n'agit de manière responsable hein, pour lui apporter une aide professionnelle et médicale. Ni Père Kébé, ni ses parents, ni ses amis, ils attendent quoi en fait? Ils attendent qu'un drame se produise pour agir. Et le foulard jaune autour de la tête de Malika montre vraiment qu'elle est malade, hein, puisque la couleur jaune est symbole de maladie. On voit également un point intéressant que j'ai relevé dans la maison de Malika, hein, avec sa belle famille. On voit que Kani et Malika ont été placés sous un tableau qui fait penser à un arbre de vie, toutes les deux. Donc, dans l'islam, d'après mes recherches, dans l'islam, l'arbre de vie serait un très grand arbre qui porte tous les fruits existants, et notamment les fruits défendus et les fruits qui font référence à la désobéissance. Donc est-ce que Malika va dépasser les bornes, atteindre un point de non-retour? Je pense. Et concernant Kani, le fait qu'elle soit placée sous cet arbre de vie, selon mon interprétation, montre qu'elle fait germer en shérif des fruits de trahison, de lâcheté, car on voit que sous son influence, il reste impassible face aux nouvelles concernant son frère. Il reste ferme dans sa décision de ne rien révéler concernant les diamants. On voit
également que cet arbre fait penser à la généalogie. Et du coup, on peut se demander par rapport aux liens familiaux de cette famille, qu'adviendra-t-il des liens familiaux de cette famille qui se disloquent doucement mais sûrement. Toujours dans cette lignée concernant les liens familiaux, la scène entre Amy et sa mère montre que sa maman essaie de jouer le rôle qu'elle aurait dû endosser envers Amy depuis toute petite. Elle a un rôle de mère réconfortante, câline, protectrice. Selon moi, c'est un petit peu tard, même si c'est bien qu'elle essaie de réparer les choses entre elle et sa fille. Mais Amy est déjà une femme brisée, en fait, au fond. Et on voit qu'elle essaie, donc cette maman, de rattraper le temps et de se rattraper, bien qu'Amy soit désormais adulte. Et cette couverture rose, grâce à laquelle elle recouvre sa fille, tranche directement avec la couleur rouge sur laquelle se trouvait, de la couverture sur laquelle se trouvait Ndeye-Marie à son réveil. Mais ces deux couvertures, selon moi, évoquent les violences faites aux femmes. Le rose pour Amy, car elle était enfant, c'était une petite fille quand cela lui est arrivé, et une couleur plus prononcée pour Ndeye-Marie, couleur rouge, comme j'ai dit précédemment, qui fait référence à la sexualité et à la violence également, qui vit donc cette violence une fois adulte, et qui mieux qu'Amy aurait pu comprendre les circonstances dans lesquelles se trouve Ndeye-Marie. Personne, dans son cercle direct, il n'y a qu'Amy qui connaît dans sa chair les stigmates que laisse une telle atrocité, en fait. Et pour passer sur une note plus douce, pour conclure cette vidéo, j'aimerais évoquer et remercier la production j'aimerais remercier la production de mettre régulièrement dans chaque épisode les images de la ville via des drones notamment, qui permettent de voir les lumières de Dakar, les vagues qui dansent sur les rivages. On voit aussi les rues qui me rappellent ces longues balades à pied quand j'étais enfant, et que je me baladais en famille ou avec des amis en mangeant des gertetiaf, des gertechotes, ou encore les zooms sur les oignons qui reviennent tout doucement dans une belle marmite accompagnée de tomates qui laissent présager un succulent repas à venir. Moi, ça me fait personnellement beaucoup de bien à voir, ça me plonge dans une douce nostalgie, un goût de reviens-y, et ça, je pense que ça doit piquer également l'appétit et la curiosité de ceux qui ne connaissent pas ce magnifique pays qui est le Sénégal. Donc voilà, c'était tout pour moi pour l'analyse de cet épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie toutes les personnes qui continuent de s'abonner, qui laissent des messages. Donc vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus en commentaire également. N'hésitez pas à me laisser vos impressions, vos avis, vos remarques constructives pour que je puisse améliorer le contenu que je vous propose. Et surtout, prenez soin de vous. J'insiste beaucoup là-dessus à chaque fois, mais c'est primordial. Voilà, se donner de l'amour d'abord à soi permet de donner ensuite de l'amour aux autres. Donc prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.